Et actuellement, la réglementation autour du numérique en santé, elle est quand même relativement récente et elle est en construction. Donc ça nécessite d'avoir une approche globale et à 360 de la sécurisation juridique d'un projet en mobilisant diverses sources. Donc le terme e-santé, c'est un terme un petit peu large qui définit en fait tous les outils numériques qui vont venir au bénéfice des pratiques médicales ou médico-sociales. Donc la e-santé, ça peut inclure des pratiques assez variées telles que la télésanté, c'est-à-dire les outils numériques qui vont permettre de pratiquer la consultation ou le soin à distance entre un professionnel de santé et un patient, ou encore la m-santé, c'est-à-dire tous les outils d'IoT, de santé connectée, votre montre connectée, une balance connectée, qui vont venir capter de la donnée de santé. Donc ça recouvre une variété de différentes pratiques. Donc l'e-santé, ça vise grâce aux outils numériques à modifier et à améliorer les pratiques médicales en fluidifiant en fait le rapport entre un professionnel de santé et un patient. On pense par exemple à la téléconsultation qui permet de réaliser des consultations médicales à distance et par exemple de lutter contre les déserts médicaux. Ça permet aussi de modifier les modalités de prise en charge, de soins, de diagnostic ou encore de prescription avec des logiciels qui peuvent venir aider le professionnel de santé à la réalisation de son diagnostic. Par exemple, dans le secteur de la radiologie médicale, où on retrouve des technologies d'intelligence artificielle de plus en plus. Je pense qu'un des défis majeurs de la e-santé, c'est que le secteur de la santé, de manière générale, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Et actuellement, la réglementation autour du numérique en santé, elle est quand même relativement récente et elle est en construction. Donc ça nécessite d'avoir une approche globale et à 360 de la sécurisation juridique d'un projet en mobilisant diverses sources réglementaires, juridiques, techniques et éthiques d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de référentiels techniques en matière d'e-santé, que ce soit évidemment le Code de la santé publique qui est le plus évident, mais aussi des dispositions relatives à la protection des données, telles que le RGPD ou encore les lois bioéthiques. Notre activité, c'est d'accompagner les professionnels de santé, les acteurs de l'innovation en santé ou des acteurs encore de la recherche dans la protection de ces données de santé, par exemple, qui sont des données par nature sensibles, dans la protection de leur capital immatériel, leur propriété intellectuelle ou de leur savoir-faire, ou encore de les accompagner dans le cadre de gestion de crises cyber, par exemple, de manière beaucoup plus ponctuelle sur du pilotage juridique de la crise cyber. Oui, le droit de la e-santé, il n'y a pas de code de la e-santé, c'est une réglementation hybride qui nécessite de mobiliser plusieurs sources et parfois même plusieurs expertises sur un même projet, que ce soit sur les aspects de conformité, les aspects purement réglementaires, par exemple sur un marquage CE, une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'ANSM. Donc ça nécessite une étape, je pense, préalable qui nous est souvent demandée lors de la conception d'un projet, c'est véritablement de faire le cadrage juridique du projet pour voir quelles sont les dispositions juridiques d'ordre général qui vont s'appliquer, mais aussi des dispositions sectorielles. Si on reprend par exemple le cas de la téléconsultation, il y a évidemment un cadre général lié à la donnée de santé et à la relation professionnelle de santé-patient, mais des dispositions sectorielles liées à la téléconsultation avec une nouvelle procédure de certification et d'agrément qui se met en place sur fin 2023, début 2024, ou encore en matière de télésurveillance médicale avec un nouveau référentiel qui va s'appliquer à cette activité spécifique. Le premier bon réflexe va être de cadrer juridiquement le projet, comprendre son orientation et définir le cadre légal applicable pour venir sécuriser et verrouiller juridiquement la phase de conception du projet puis son déploiement. Quand on parle de confidentialité en matière de santé numérique, je pense que cette confidentialité, elle est pertinente de différents points de vue. En tout cas, je vois 3 points. Tout d'abord, la confidentialité et la protection, évidemment, de la vie privée des patients, puisque lorsqu'on parle de données de santé, on n'est pas sur de la donnée à caractère personnel classique, on est sur de la donnée qui est considérée comme sensible au sens du RGPD et qui fait l'objet d'un cadre juridique protecteur
et renforcée que l'on va venir appliquer à ces données de santé, puisque le principe est en fait l'interdiction de traitement de la donnée de santé, avec des exceptions et des dérogations dans lesquelles il faut entrer pour pouvoir justifier de la licéité et de la conformité de ce traitement. Autre enjeu, comment est-ce qu'on garantit le secret médical et la confidentialité des échanges entre professionnels de santé et patients, qui est un principe fondateur du droit de la santé et de la déontologie médicale. Aujourd'hui, il faut l'adapter à l'ère du numérique, donc on voit que de nouveaux référentiels viennent se mettre en place pour garantir l'authentification, l'identification sécurisée des patients, des professionnels de santé, par la PGSSIS, la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Par exemple, les principes d'identito-vigilance avec la mise en place de l'identifiant national de santé, l'INS, tout ça, ça contribue à garantir un cadre de confiance et de confidentialité entre le professionnel de santé et le patient dans le contexte numérique. Et je pense que le troisième enjeu de confidentialité, qui est parfois un petit peu oublié, mais qui est absolument stratégique lorsqu'on monte un projet innovant en santé, c'est de conserver la confidentialité de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire. Le développement de technologies innovantes en santé, ça nécessite des moyens financiers et humains conséquents pour développer des technologies de pointe. Il faut avoir le réflexe en tant qu'entreprise innovante de venir protéger ses actifs immatériels, sa propriété intellectuelle, marque, brevet, savoir-faire, dès la phase initiale et de montage du projet. Donc la confidentialité, elle doit infuser tout au long de la création et du déploiement d'un projet en santé numérique. Pour concevoir en fait un projet e-santé ou santé numérique qui soit conforme à la réglementation, il y a évidemment des bons réflexes à avoir de manière non exhaustive. Le premier réflexe, ça va être de cadrer juridiquement son projet dès le départ pour identifier la réglementation générale applicable et la réglementation sectorielle qui va être applicable. Donc déjà, réussir à poser correctement les bases. Est-ce qu'on est sur le développement d'une solution, sur un process innovant? Est-ce qu'on envisage une réexploitation des données à des fins de recherche par la suite? Toutes ces choses-là, elles vont être à anticiper dès le départ, dès l'information du professionnel de santé ou de l'utilisateur patient, dès le recueil des premiers consentements. Donc il faut vraiment réussir à poser les jalons en fait de son projet pour en garantir la conformité à long terme. Ça, je pense que c'est un enjeu, en tout cas une attente que nous on constate lorsque des startups ou des laboratoires ou des sociétés innovantes en santé viennent nous voir. En tant qu'avocat, de cadrer juridiquement le cadre légal et réglementaire du projet. L'autre bon réflexe, je pense, à avoir dès le départ et dès la phase de conception du projet, c'est ce fameux réflexe privacy by design. Comment est-ce que je vais construire mon projet dans le respect de la conformité au RGPD. Il est toujours plus facile de construire un projet, on va dire ab initio, en prenant en compte les règles de conformité, plutôt que d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés une fois qu'on est en plein milieu du développement du projet, ce qui peut occasionner une forme de rétro-pédalage, de nouveaux développements à faire. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut anticiper. Et troisième bon réflexe, on va dire, et point d'anticipation, qui est lié en fait à la construction actuelle et au déploiement actuel du Ségur du numérique en santé, qui fait partie du plan ESMS numérique, et de la feuille de route du numérique en santé, qui est notamment portée par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, c'est d'anticiper l'interopérabilité de la solution ou du projet avec tout l'écosystème technique de sécurisation du partage de données de santé. La connexion, si c'est pertinent, l'interconnexion avec le DMP, le dossier médical partagé. L'authentification sécurisée avec ProSanté Connect ou bientôt l'application carte vitale. Tous ces éléments, d'un point de vue technique et conformité, ça doit s'anticiper dès la phase de conception du projet, parce que ce sont des postes de coûts et de dépenses qui vont nécessairement impacter la vie du projet. Lorsqu'on parle donc de téléconsultation, on est vraiment au cœur de l'actualité puisque sur fin 2023 et début 2024, un nouveau référentiel de certification et d'agrément des sociétés de téléconsultation est en train de se mettre en place, qui interviendra en fait en deux étapes, avec une première étape de certification technique des systèmes d'information par l'Agence du numérique en santé, par l'ANS, puis dans un second temps, une demande d'agrément auprès du ministère de la Santé et de la Prévention. Donc les sociétés de téléconsultation, pour pouvoir être conformes, exercer et prétendre à un remboursement des téléconsultations,
vont devoir effectuer ces démarches, ce qui implique plusieurs choses. 3 principales obligations. La première qui est une obligation d'indépendance des sociétés de téléconsultation, notamment vis-à-vis d'autres sociétés commerciales telles que des laboratoires ou des distributeurs de dispositifs médicaux. Une autre obligation de qualité, puisqu'ils vont devoir mettre en place un comité médical pour vérifier la conformité des solutions et le fait que les développements et la gouvernance se fait dans l'intérêt des patients. Et un troisième volet qui est, à mon sens, beaucoup plus lourd à mettre en œuvre, c'est la conformité au référentiel technique de certification des sociétés de téléconsultation, avec la mise en œuvre de différentes obligations de sécurité, d'authentification et d'identification sécurisée, d'une part côté patient, d'autre part côté professionnel de santé, pour s'assurer que on se retrouve bien avec le bon professionnel de santé en face du bon patient et que la connexion est sécurisée et permet de garantir le secret médical. Il me semble que le référentiel de certification contient approximativement 200 points d'entrée, donc c'est quelque chose à anticiper quand on souhaite monter une société de téléconsultation à partir de 2024. Et une deuxième obligation qui est de respecter les règles d'identito-vigilance et la mise en place, par exemple, de l'identifiant national de santé. Je pense que l'intelligence artificielle va venir profondément impacter la santé numérique et les pratiques de e-santé. L'INSERM, à cet égard, a répertorié, je crois, 6 domaines d'application de l'intelligence artificielle en santé. Par exemple, dans le domaine de la prévention, dans le domaine diagnostic, l'aide au diagnostic, ou encore dans la chirurgie assistée par robot, la chirurgie de précision. Donc il est évident que dans des domaines aussi techniques que la santé et la médecine, l'intelligence artificielle va devenir un véritable support des professionnels de santé. L'enjeu étant que le Code de la santé publique prévoit que le professionnel de santé doit toujours rester maître du diagnostic posé, de la prescription adressée à son patient et du cadre de la consultation. Donc, il va falloir réussir à associer la responsabilité de l'intelligence artificielle avec la responsabilité des professionnels de santé. Un petit peu les mêmes questionnements qu'on a pu avoir il y a quelques années sur les véhicules autonomes. Qui sera responsable ? Le constructeur, le développeur, le conducteur. Au niveau français et au niveau européen, on est en train de créer un cadre de confiance pour le partage de données et permettre d'innover en santé et de développer ce type de technologie. Ça passe par exemple par le Health Data Hub, la plateforme des données de santé en France, ou par le projet d'espace européen des données de santé. Donc on essaye quand même de favoriser l'innovation et l'enjeu est toujours cette mise en balance entre l'intérêt des patients et favoriser l'innovation. À ce titre, l'AIA Act dans le secteur de la santé pose des exigences et des garanties de sécurité et de fiabilité. Donc, les technologies d'intelligence artificielle en santé vont devoir se conformer à certaines règles de conformité, prévoir par exemple un contrôle humain ou encore l'utilisation de bacs à sable réglementaires pour tester en amont ces intelligences artificielles, leurs potentiels effets indésirables et éventuellement les biais qui peuvent être incorporés au sein de ces intelligences artificielles. Une autre obligation, un point important à prendre en compte, c'est la qualité des données sur lesquelles va reposer le développement de l'intelligence artificielle, a fortiori dans le secteur de la santé. Par principe, le RGPD interdit le traitement des données sensibles dont font partie les données de santé. Évidemment, le texte prévoit aussi des exceptions, l'article 9.2 du RGPD. Donc le réflexe, lorsqu'on veut traiter des données de santé en conformité, c'est d'entrer dans le cadre d'une de ces exceptions. Et parmi ces exceptions, effectivement, on retrouve le consentement de la personne concernée, donc le consentement du patient. Mais ce n'est pas la seule base légale sur laquelle il est possible de s'appuyer pour traiter des données de santé. Évidemment, il est possible de traiter des données de santé à des fins de diagnostic, de soins d'un patient sans avoir à solliciter son consentement. Pour autant, le patient doit toujours être informé en amont des raisons pour lesquelles ces données sont traitées. Par exemple, la CNIL recommande dans son guide à destination des cabinets médicaux de mettre en place un affichage pour informer les patients du fait que leurs données seront traitées pour des finalités de diagnostic, de soins, d'accompagnement médical. Donc le consentement n'est pas toujours requis, ce n'est pas la seule base légale. Pour autant, dans certaines hypothèses, et notamment pour la réutilisation
de données patients à des fins de recherche, le consentement peut être exigé dans ce type de situation. Lorsqu'on parle de cybermenaces en santé, il est intéressant de regarder les chiffres de 2022 publiés par le CERT Santé de l'Agence du numérique en santé, qui nous dit qu'on est quand même sur un niveau de cybermenaces élevé dans le secteur de la santé. Ce qui explique que le secteur de la santé soit particulièrement ciblé, c'est certainement la valeur de ces données de santé, notamment lors d'attaques par ransomware. Ces données, elles sont stratégiques et elles ont une valeur monétaire forte en cas de revente, par exemple, de ces données sur le dark web par des cybercriminels ou dans le cadre d'une tentative d'extorsion, de chantage et de demande de rançon dans le cadre d'un ransomware. Donc on s'aperçoit que dans la majorité des cas, lorsqu'on regarde les chiffres, les données patients sont impactées d'une manière ou d'une autre, rendues indisponibles ou font l'objet d'une extraction illicite, voire d'une divulgation sur le darknet. Donc ces données sont véritablement stratégiques et ciblées par les cyberattaquants. Sur les risques, ils sont de différentes natures, mais a priori, il y a malgré tout 2 risques majeurs. Le premier, ce serait un incident de sécurité qui viendrait compromettre un logiciel de suivi ou d'accompagnement patient, par exemple un logiciel de prescription, qui peut même aller jusqu'à entraîner un risque vital pour certaines personnes qui sont amenées à prendre un traitement quotidien pour des pathologies plus ou moins graves. Un autre risque, c'est la violation de données, la divulgation de données de santé qui sont par nature confidentielles, protégées par le secret médical. Ce sont 2 exemples des risques que pourrait occasionner une attaque cyber dirigée contre un organisme dans le secteur de la santé. Alors, il existe évidemment différentes solutions pour s'en prémunir. Tout d'abord, la mise en place de garanties de sécurité qui sont appropriées. Lorsqu'on est sur des données dites sensibles, les mesures de sécurité doivent être renforcées et pour cela, les acteurs de la santé peuvent s'appuyer sur différentes normes et référentiels et notamment celles prévues dans la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, la PGSSIS, publiée sur le site de l'ANS. Autre préconisation, c'est tout simplement la mise en conformité avec le RGPD. L'application du principe de minimisation des données, ça permet automatiquement de réduire l'assise des données concernées et potentiellement des données qui vont être ciblées par une attaque. D'autres bons réflexes d'ordre plus juridique, ça va être de contrôler et d'auditer les garanties de sécurité qui sont offertes par des prestataires ou des fournisseurs dans le secteur de la santé. Vérifier qu'ils vous apportent des garanties satisfaisantes en matière de sécurité des systèmes d'information, que vous avez prévu une procédure en cas de survenance d'un incident cyber ou d'une crise cyber pour coopérer et collaborer de manière adaptée avec votre fournisseur ou votre prestataire. Et peut-être enfin, un bon réflexe qui relève plus de la gouvernance, c'est de mettre en place et d'anticiper la gestion de crise, en mettant en place une politique de gestion des incidents de sécurité. Concrètement, demain, si vos systèmes d'information tombent, comment est-ce que vous agissez? Quels sont les canaux de communication bis que vous allez utiliser? Et quelles sont les voies de contournement et de restauration de votre système à mettre en œuvre? Tout cela est de préférence à anticiper avant la mise en œuvre d'un projet.